Le local, c'est l'arène du pouvoir sur les plans politiques, économiques et social. Ce n'est pas Augustin Tamba qui me démentirait. Augustin Tamba est le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 7e. Il est également le président de l'Association des communes et villes unies du Cameroun. C'est un maire heureux, heureux comme Ulysse, pas parce qu'il a fait un bon voyage, mais parce qu'il vient d'organiser avec succès la 3e édition des Journées économiques internationales des communes du Cameroun. Heureux également parce que sa commune vient de bénéficier d'un financement global de 19 milliards de francs CFA pour, entre autres, la réhabilitation de la voirie urbaine de sa commune, financement autorisé par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Augustin Tamba, bonjour. Bonjour. Merci de répondre aux questions de PRC-TV. Mais c'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité de m'exprimer sur ce plateau. Alors, quel était l'objectif derrière la création et l'organisation des Journées économiques internationales des communes du Cameroun? Alors, c'est une idée que nous avons vendue lorsque nous avons été élus, mon bureau et moi-même. Je voudrais d'abord rappeler que c'est la première fois que le Bureau national des communes et villes unies du Cameroun est élu. Ça a toujours fait l'objet d'une désignation, d'un consensus. Mais comme nous sommes en démocratie, nous sommes arrivés à un moment où il fallait laisser le choix aux collègues, à tous les maires, de bien vouloir choisir une équipe. Et les deux équipes se sont constituées et ont présenté chacun un programme. C'est les CVC qui ont gagné, ce n'est pas l'équipe que je conduis, parce qu'en réalité, on s'est entendu au bout de la chaîne. Et je suis très heureux de présider au sommet de cette affaire-là, les communes et villes unies du Cameroun, avec un bureau de, il faudrait dire, 38 membres au total. Le Premier ministre Joseph Dione Gouté a lancé la 3e édition des GECOM 2025 au nom du président de la République, Paul Biya. Quelle importance et même quelle signification pour vous? Ça veut dire que le président de la République donne beaucoup d'attention à la décentralisation. Il donne beaucoup d'attention à la décentralisation parce que dans le code de 2019, qui en réalité venait consacrer effectivement le nouveau code des CTD, et qui amenait un certain nombre d'approfondissements, de possibilités d'approfondissement de la décentralisation. Et à l'intérieur de ce code, il y a également l'opportunité aux collectivités territoriales décentralisées de devenir des pôles de croissance, des moteurs de développement. Vous avez bien suivi en 2022, le 31 décembre, le discours du président de la République à la nation, où il nous a interpellés pour que nous puissions devenir des acteurs économiques pour trouver des réponses à l'importation et à l'épineux problème du chômage des jeunes et également améliorer le paysage économique national. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes à la tâche, profitant de l'environnement juridique qui est le code de 2019 et profitant également de cette volonté politique portée par le président de la République. C'est un concept que nous avons vendu à nos pairs. Lorsque nous avons été élus, nous l'avons mis en place et il a été validé, cautionné, porté par le président de la République, qui assure son très haut patronage et qui assure son financement. D'où certainement la pertinence du thème de cette édition, commune de production vers la maturation et la concrétisation des projets. Quelle est la pertinence de ce thème? Alors, pertinence, cela va de soi. Les deux premières éditions, la première édition était en fait une édition de pédagogie pour pouvoir expliquer aux gens pourquoi la mairie et comment la mairie peut devenir un acteur économique de champ opérationnel. C'est parce que ça ne se comprenait pas. Mais pourtant, la législation et la réglementation camerounaise est favorable à cela. C'était une décision pédagogique. La deuxième, en 2023, nous a permis de consolider les acquis. Et la troisième, aujourd'hui, 2025, c'est la mise en œuvre des projets à valeur ajoutée, des projets d'assistance sociale dans nos territoires. Comment est-ce que cela est arrivé? Je voudrais rappeler que quand nous sommes élus, nous avons parcouru le nouveau code. Et on s'est rendu compte effectivement qu'on avait un rôle à jouer
pour avoir des ressources additionnelles par notre activité. Et faire une commune, quand on dit que la commune de production, ça veut dire que l'entreprise, la commune devient une entreprise. Mais ce n'est pas l'entité administrative qui devient acteur économique. Non. La réglementation est là, l'environnement juridique est là. C'est des sociétés communales que nous mettons en place et qui répondent au régime OHADA et dont le maire ne peut pas être directeur général. Ces sociétés dont s'organise souvent une ingénierie particulière qui répond aux règles nationales, aux règles internationales, la loi par excellence OHADA que j'ai évoquée, et également fonctionnent comme des entités privées. Mais la commune, profitant du fait qu'elle est là, elle est le moteur de l'État, le relais de l'État, la commune qui est la plus petite entité administrative de proximité, peut bénéficier d'un certain nombre de facilités incitatives mises en place par le gouvernement pour appeler les investisseurs dans son territoire. Et cela peut se faire en tant que commune, ça peut également se faire dans une logique d'intercommunalité pour faire des bassins de production. La logique de la commune de production appelle la logique des chaînes de valeur. C'est-à-dire, on peut cultiver le maïs à grande échelle, de façon communale ou intercommunale. Et on associe les populations riveraines. Quand on le fait avec des entreprises professionnelles. On reviendra là-dessus. Pourquoi les entreprises professionnelles? Et quand l'entreprise professionnelle est là, elle permet également aux populations riveraines de se structurer en coopérative pour faire la même chose, mais en gardant leur indépendance, pour mieux approvisionner l'unité de transformation qui est mise en place. C'est pour ça qu'on parle de chaîne de valeur. On a planté le maïs, on le transforme peut-être en aliment pour la volaille ou pour le bétail, et après, on peut élever également cette volaille-là qui peut être transformée, conservée, traitée et vendue sur le marché. C'est pour ça que nous parlons des chaînes de valeur. Cela est valable pour beaucoup d'autres choses. En ce moment, nous sommes en train de vouloir mettre en place une unité transversale d'élevage, de conservation, de traitement et de distribution du poisson. Vous savez, nous le faisons avec une société israélienne qu'on appelle Dagan. Cette société a des références reconnues au plan international, beaucoup d'expérience, et chaque commune ou des groupes de communes pourront se mettre ensemble pour faire l'élevage du poisson. Et nous allons créer une chaîne de distribution. Les maires sont des patrons des marchés. Et donc chaque maire pourra mettre un dispositif pour avoir une chambre réfrigérée pour pouvoir conserver le poisson et permettre aux acteurs de distribution de pouvoir l'exprimer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut produire et on peut distribuer. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaires. Cela ne peut se faire aussi qu'avec le soutien des professionnels. Ce sera à quelle échéance? Pourquoi l'échéance? Nous avons commencé déjà. Il y a la construction des unités d'Alovin pour la production, le dispositif pour la production des petits poissons, ce qu'on appelle les alovins. Et nous sommes en train de regarder sur le projet de la plaine centrale que pilote le gouvernement pour avoir des espaces pour faire planter les intrants qui vont nous permettre de faire l'aliment du poisson. Et une chaîne frigorifique également est en train de mettre mise en place. Nous le faisons sous le regard bienveillant des politiques du gouvernement. Je crois que les ministères sectoriels nous accompagnent dans cette exercice. Comment on en arrive là? Quand nous pensons à pouvoir bénéficier de l'opportunité que nous offre la loi sur la décentralisation, le nouveau code, nous nous sommes mis autour d'une table pour réfléchir. Comment arriver à devenir des acteurs économiques? Il fallait d'abord donc identifier le potentiel économique de nos territoires. Qu'est-ce qui est contenu dans nos territoires en termes de potentiel foncier pour faire l'agriculture, oui, pour faire l'élevage, pour faire de potentiel hydraulique, pour produire l'énergie, en termes de potentiel touristique,
en termes de potentiel de sous-sol, etc., etc. Le bassin forestier, vous savez, les mers, nous sommes un des rares pays au monde où les mers sont indicateurs des portions de bois. Nous avons des communes forestières qui ont des dévolutions de l'État pour pouvoir exploiter le bois, bien entendu, dans le strict respect des normes aujourd'hui, des normes internationales aujourd'hui. Donc nous avons donc identifié ce potentiel économique local contenu dans nos territoires. Nous avons vu quelles étaient les communes qui avaient un dénominateur commun, c'est-à-dire où on pouvait faire la même chose pour pouvoir favoriser l'intercommunalité. Oui. Et ensuite, donc, quand on l'a fini, nous avons également été soutenus par une étude qui avait été lancée par l'OFECOM à travers l'INS, l'Institut national de la statistique, qui nous a conforté dans l'idée que nos territoires étaient potentiellement très riches. Mais pour pouvoir accéder à cette richesse, essayer de faire des activités pour produire cette richesse, il fallait aller chercher les professionnels, il fallait aller chercher les financements. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le tour du monde. Je vous dis que nous avons fait le tour du monde, tous les continents, pour expliquer que le Cameroun est un pays riche, où il fait bon investir, et que le président de la République avait mis à la disposition du gouvernement et des acteurs économiques des facilités, des mesures incitatives qui donnent des conditions d'exception aux créations d'entreprises, à la fiscalité, etc., aux avantages douaniers pour des équipements qui concourent à la production. Nous sommes allés faire expliquer cela, parfois soutenus par l'API, qui est l'agence de promotion des investissements au Cameroun. Nous avons fait beaucoup de missions ensemble et l'API a déjà tous ces dispositifs d'explication qui nous permettent d'avoir également des éléments de langage quand nous sommes allés faire ce périple. Avec l'API, vous venez d'ailleurs de signer un mémorandum oui, pour renforcer le dispositif d'accompagnement. Et nous l'avons fait, ça nous a permis d'identifier des partenaires techniques, des entrepreneurs spécialisés dans les différents secteurs, l'agriculture, l'élevage, la transformation du bois, etc., les énergies renouvelables, tout cela. Nous avons identifié ces gens et nous avons également identifié des banques, des fonds d'investissement, des assurances nationales, internationales. Il y a des banques locales qui acceptent de nous accompagner dans cet exercice. Il y a la Banque africaine de développement, le Proparco est là. Il y a d'ailleurs eu une conférence des bailleurs de fonds en marge des GECOM 2023 qui aujourd'hui a permis que les entreprises du 440, le MEDEF, reviennent au Cameroun à l'édition 2025. Ça veut dire que c'est attractif. La prise de parole de l'ambassadeur de France est fort évocatrice. L'ambassadeur de l'Union européenne également a rempli là-dessus. Nous avons été au siège du MEDEF à Paris. Nous leur avons expliqué l'enjeu, étant entendu que le président de la République a toujours placé la France comme un pays stratégique. Donc ce que nous faisons, nous allons d'abord les voir pour leur expliquer, parce qu'il y a quand même une compétition internationale également, dont il faut tenir compte et qui se met en place. Nous avons leurs préférences, mais il faut également qu'ils sachent que s'ils ne font rien, ça nous met en difficulté parce que nos populations veulent être en mouvement. Nos populations veulent produire. La fonction publique ne peut plus résorber tous les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur et même de nos établissements secondaires. Il faut trouver des pistes d'emploi. Et les pistes d'emploi, les plus à notre portée, c'est dans le secteur primaire, qui est le secteur de l'agriculture. Bien entendu, quand on va à la transformation, le secteur secondaire également agit. Voilà un peu l'idée et qui nous a motivés et qui nous a conduits. Et vous avez vu la première édition, la deuxième édition, la troisième édition. On est monté en puissance. Ça nous a également permis de développer la coopération sud-sud. Le Maroc était le pays à l'honneur.
Effectivement, pourquoi le choix du Maroc comme invité spécial? Alors, le choix du Maroc, parce que nous avons fait beaucoup de pays. Nous avons été en Occident, mais nous avons été en Afrique. Le modèle marocain nous a séduits. Il y a un tissu industriel simple qui est mis en place. Il y a d'ailleurs le traitement des problèmes liés à l'urbanisation qui sont également séduisants. Quand on va, moi j'étais à Casablanca, j'ai été à Rabat. La ville de Rabat est plus verte que Yaoundé. Et nous dotons un challenge de rattraper cet écart et de prendre le leadership, de verdir Yaoundé, de préserver l'écosystème autour de notre cité. Dont les échanges sud-sud, l'échange marocain qui crée par exemple les SDL, les sociétés de développement local, est une expérience qui nous séduit et on n'aurait pas de problème d'ordures ménagères. Chacun contribuerait à quelque chose. Nous sommes en train de mûrir une réflexion là-dessus pour faire des propositions au gouvernement pour enlever cette charge, ne fût-ce que partiellement, au gouvernement, parce que l'État s'essouffle également. Il faut que nous-mêmes, les CTD, nous puissions mettre en mouvement notre ingéniosité pour donner la pleine mesure de notre talent dans l'exercice de nos fonctions. Oui, nous allons revenir sur la question des ordures, mais avant, les communes camerounaises, est-ce que vous avez l'impression que la pédagogie dont vous avez parlé plus haut, elle est entendue et matérialisée par la mobilisation des communes à l'occasion des GECOM 2025? Oui, nous avions plus de 250 communes, plus de 250 communes. C'est un record. Vous savez, il y a quelques communes en difficulté. Venir à Yaoundé, c'est également... Et nous encourageons également l'intercommunalité à travers nos structures déconcentrées. C'est-à-dire que notre mouvement est régional et départemental. Donc, certaines communes ont décidé d'envoyer les départementaux pour venir les représenter et pour aller faire les rendus sur le terrain. Les communes se comprennent très bien. Il y a les femmes maires qui sont en train de construire avec nous un projet à valeur ajoutée qui sera probablement financé par la Banque africaine de développement, parce qu'ils ont des guichets de soutien aux entreprises portées par les femmes mères. Et comment est-ce que vous pourriez apprécier le bilan des GECOM à ce stade de leur organisation? Nous sommes à la 3e édition. Bon, alors, ça dépend. C'est dynamique comme je vous ai dit. GECOM 21, ça permet de mieux comprendre. GECOM 23, ça a consolidé. Je préfère qu'on se concentre maintenant au GECOM 25. L'appréciation, c'est qu'il y a un engouement. Tous les partenaires au développement viennent au GECOM. L'AFD, l'Agence française de développement, le PNUD, l'UNICEF, tous les partenaires, le GIZ, le KfW, tout le monde vient au GECOM et organise des séances d'échange avec des maires et même d'autres acteurs qui sont... Partage d'expérience avec oui, c'est un partage d'expérience avec les communes et d'autres acteurs. Ça permet d'avoir beaucoup de connaissances à un même endroit, autour d'une même table, autour d'un même plateau. Ça, c'est déjà, en termes de capitalisation, c'est quelque chose de très important. Et maintenant, le nombre de MOU que j'ai vu signer, enregistrés, entre les communes et un certain nombre de partenaires, d'entreprises. Vous savez, il y a également, le Maroc était là, mais le Maroc n'est pas venu les mains vides. Le Maroc a donné plus d'1,1 milliard de francs à 5 communes camerounaises, des fonds non remboursables, des fonds FACDI. Et ça va se multiplier par 10 pour la prochaine appel à manifestation qui va se... Vous savez, donc, on va parler de 2 à 3 milliards de francs davantage non remboursables. Ça, c'est une chose. Nous ne sommes pas là pour chercher essentiellement la philanthropie ou le monde. Non. Ce que nous faisons, c'est pour essayer de voir ce qui se fait ailleurs et qui se fait bien et procéder à des adaptations locales et mieux jouer notre rôle d'acteur, désormais acteur économique. Et en termes de gestion de notre rôle d'acteur économique, nous sommes en train de mettre en place des projets concrets. Je vous ai parlé de cette grande entreprise piscicole qui va être
encadré par cette société que j'ai évoquée, la société Dagan, et qui va permettre à beaucoup d'autres maires de faire la même chose à leur niveau et avec un encadrement normatif. Vous avez bien suivi pendant ces journées économiques, vous êtes un homme des médias, les interventions du directeur général du FECOM, qui affirmait qu'il a des financements pour les études. Vous savez, pour qu'il y ait un projet, il faut qu'il y ait une bonne étude. Une bonne étude. Et un bon projet ne cherche pas de financement. Et je peux vous dire que les investisseurs s'intéressent au Cameroun. Nous sommes dans ce champ opérationnel-là. Je voudrais également féliciter le gouvernement de la République qui a validé le concept de commune de production et l'a intégré dans la planification de l'économie nationale. Oui, et vous savez que la SND 30, nous occupons une bonne place, la décentralisation, les CTD occupent une bonne place dans la perspective de la SND 30. Et le ministère des Finances également est en train de travailler avec nous pour nous accompagner en termes des fonds d'assurance et de garanties qui sont mis en place par le gouvernement camerounais, par l'État du Cameroun. Et tout cet environnement, cet écosystème est favorisé par un homme, le président de la République. Quand j'entends parler, les gens ne comprennent pas. C'est ça la décentralisation. C'est ça aussi le cœur de la décentralisation. Donner l'opportunité aux communes elles-mêmes de se mouvoir. Mais bien entendu, nous devons nous adosser sur l'État central qui doit nous accompagner en permanence. Et ça, c'est très important de le dire. Une société comme le FECOM, 80% des communes camerounaises sont construites des mairies, des édifices municipaux, autant pour moi. Municipaux sont construits aujourd'hui et c'est grâce au FECOM. Et c'est grâce aux mesures particulières spéciales que le président de la République a bien voulu accorder à cette institution pour donner des crédits qui ne sont remboursables qu'à 40%. Beaucoup de Camerounais ne le savent pas. Si vous prenez un crédit de 100 millions pour construire une mairie dans votre localité, vous n'allez rembourser que 40 millions. Le reste, c'est l'apport de solidarité de cette institution. C'est grâce au dispositif spécial que le président a mis en place après son mandat. Toutes ces mesures sont arrivées après que le président soit élu, soit président de la République, Paul Biya, soit élu. Et ça, il y a également la construction des marchés, les infrastructures, des écoles. Le FECOM accompagne les communes. Et c'est un instrument précieux que le président a mis à la disposition des communes. C'est certainement dans cette veine que le président du Sénat, dans son allocution à l'occasion de la deuxième session ordinaire pour l'année législative 2025, a indiqué que les sénateurs ont la conviction que les collectivités territoriales décentralisées peuvent et doivent grandement contribuer à la résolution des problématiques du développement de proximité. Mesdames et messieurs, on marque une courte pause, le temps pour Loris Clétadian de se mettre en place depuis le studio 2. La grande interview continue, à tout de suite. Si vous nous rejoignez maintenant, vous regardez la grande interview sur PRC TV avec Augustin Tamba, le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 7e et le président de l'Association des communes et villes unies du Cameroun. Loris Clétadian, depuis le studio 2, nous écoute et nous rejoint dans cet entretien. Loris Clétadian, bonjour. Merci Alain-Patrick Fouda de m'associer à cette discussion très intéressante que vous avez commencé il y a de cela quelques minutes avec monsieur le maire de la commune de Yaoundé 7e, monsieur Augustin Tamba. Avec vous, monsieur le maire, nous allons parler un peu plus précisément des CVUC, les communes et villes unies du Cameroun. C'est une association qui rassemble tous les maires du Cameroun. Vous assurez la présidente de cette association. Vous êtes donc un peu comme le président des maires. Alors, monsieur le maire, est-ce que les maires ont besoin d'une association? Est-ce que les maires ont besoin d'un président? À quoi servent les CVUC?
à quoi véritablement, dans quoi on peut mettre les CVUC? Alors c'est bien, je préfère qu'on ne parle pas surtout de la présidence des maires. Je préfère qu'on parle parce que c'est un bureau national, ce que les gens ne savent pas beaucoup. C'est un bureau national qui dirige les CVUC et dont j'accepte humblement d'être à la tête de ce bureau. Et il faudrait dire que nous sommes 360 communes et 14 communautés urbaines. Nous sommes tous là, toutes chapelles politiques confondues. Il n'y a pas de dissension ou de velléité de dissidence à l'intérieur au vu des sensibilités politiques. Non. Les communes ont les mêmes problèmes et elles estiment qu'il faut porter un plaidoyer. C'est quoi les communes et villes du Cameroun? C'est une instance de plaidoirie qui assure l'interface entre les communes et le gouvernement et les institutions internationales et un certain nombre de partenaires au développement. Portons la voix des communes. C'est la première mission que nous avons. Si aujourd'hui, nous sommes dans une logique de décentralisation voulue par le président de la République, nous pensons que pour faire les textes de loi, on nous invite à la table des discussions et des négociations pour mieux adresser des problématiques liées à toutes ces difficultés que nous rencontrons dans les territoires. Nous pensons que c'est une bonne chose. C'est un management participatif. Ça nous donne l'opportunité de nous exprimer et d'agir dans le cadre législatif qui concerne notre République. C'est une bonne chose. C'est dans le rôle. À chaque intervention, à chaque projet de loi, l'Assemblée des maires ne venirait pas à une grande messe dans un ministère pour essayer de travailler. Nous assurons donc cette représentation et nous sommes 38 membres au total. Donc les 10 régionaux font partie parce que nous avons des démembrements. Ça permet que, en fonction des aptitudes et des capacités de nos collègues, quand il s'agit d'un projet de loi qui concerne l'environnement, qui concerne, je ne sais pas quoi, moi, on cherche les profils les mieux adaptés pour assister et participer aux discussions qui doivent porter pour ce sujet-là. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Nous portons le plaidoyer de l'ensemble des communes, nous assurons l'interface et la représentation. Et je voudrais également rappeler que, vous savez, il faut rendre la gratitude au président. Nous sommes corps constitués aujourd'hui. Ah oui, c'est grâce au président de la République. Et ça nous permet également d'être présents à un certain nombre d'endroits. Et je pourrais rappeler que à la dernière cérémonie de vœux, le président de la République, quel bonheur d'accorder une attention particulière au président des CVUC et qui nous interpelle pour s'interroger si les choses avancent. Et il avait fait la démonstration d'une parfaite connaissance des problématiques qui sont les nôtres. Parce que c'est lui qui a rebondi à chaque fois pour s'interroger sur les problèmes d'actualité. Ça fait beaucoup de bonheur pour nous. Ça, également, nous voulons dire que ça nous renforce dans nos convictions de travailler davantage au-delà des interpellations officielles dans ces discours, comme j'ai évoqué le 31 décembre 2020. Nous avons également une mission de représentation avec la Banque mondiale, avec les bailleurs de fonds. Le bureau des CVUC assure cette représentation et porte la voix des communes. Nous avons aujourd'hui, aux journées économiques récentes, pour ceux qui ont suivi l'actualité, il y a une initiative européenne, Global Gateway, qui va accorder 150 milliards d'euros. C'est inestimable. Il faut calculer pour trouver ce que ça fait en francs CFA pour les partenaires de l'Europe en Afrique. Et c'est énormément d'argent et nous devons être prêts. Et nous, CVUC, nous militons pour essayer de comprendre l'environnement, pour accompagner et soutenir nos collègues à préparer les projets, à avoir des idées assez claires sur les orientations stratégiques de ces guichets de financement
Et nous portons la voix et nous faisons un peu de pédagogie. Voilà, en gros, défini ce que nous faisons dans les CVUC. Il y a 23 ans à peu près que nous existons. Il y avait 2 associations, mais qui ont jugé utile de se réunir pour en faire une seule. Et aujourd'hui, nous pensons que les choses marchent bien. Les choses marchent plutôt très bien. Justement, monsieur le maire, dans cette représentation que vous assurez, il y a 360 communes au Cameroun et chacune de ces communes a ses spécificités, ses réalités, ses priorités. Comment est-ce que les CVUC arrivent à articuler les politiques et les activités de toutes ces communes-là? Il y a 360 communes, vous avez oublié 14 communautés urbaines. Au bureau national, nous avons le maire de Bafoussam qui est secrétaire général, le maire de Koumba qui est trésorier national. Il y a les maires de ville qui sont impliqués dans les CVUC. Chaque commune a ses spécificités, mais il y a un dénominateur commun et la même toile de fond. Pour la déconcentration, par exemple, du personnel de l'État, nous avons les mêmes problèmes. Nous souhaitons que les services déconcentrés de l'État nous accompagnent. Quand il faut parler de la construction des salles de classe ou des centres de santé, c'est les mêmes problématiques. Quand il faut parler de l'assainissement, de l'entretien routier, ce sont les mêmes problématiques. Nous avons des dominateurs communs, une toile de fond commune, et les spécificités viennent également enrichir ce paysage-là, ce qui fait d'ailleurs, ce qui est cette diversité qui fait d'ailleurs très bien et que nous regardons également en fonction d'un certain nombre de préoccupations. Monsieur le maire, aujourd'hui, quelles sont les préoccupations, les priorités même des CVUC? Alors, la première priorité, c'est l'interface sur les négociations des différentes réformes qui sont mises en place par le gouvernement de la République et par l'opportunité de la loi. Le code de 2019 que nous avons évoqué. Nous avons la responsabilité de faire en sorte que tout ceci soit mis en mouvement et que ces différentes dispositions qui ont été prises par la loi soient mises en œuvre pour que nous puissions tirer meilleur profit. Ça, c'est notre priorité des priorités. La deuxième priorité également, c'est de négocier, porter notre voix dans les négociations micro et macroéconomiques. Je vous ai évoqué tout à l'heure les bailleurs de fonds qui aujourd'hui ont intégré de discuter avec les communes. C'est important de participer à ce concert économique international pour également adapter, apporter la voix des territoires dans cet environnement qui, fort heureusement, permet au pays de se développer. Pour nous, c'est très important. Et maintenant, il y a une autre priorité, celle de renforcer notre capacité d'autonomisation. On a déjà largement évoqué cela à travers les GECOM, à travers d'autres initiatives, à travers des partenariats Nord-Sud, à travers des partenariats Sud-Sud, à travers une coproduction économique avec des acteurs privés, des acteurs publics. Il y a du grain à moudre. Alors pour sortir, monsieur le maire, je vous écoutais tout à l'heure quand vous discutiez avec Alain Patrick Fouda, vous avez évoqué la décentralisation, il en ressortait un peu comme si tout le monde n'a pas la même compréhension de la décentralisation. Est-ce que au CVUC vous parlez d'une même voix? Nous parlons d'une même voix parce que notre champ d'expression est là. Nous avons une matrice essentielle de plaidoyer que nous portons. Nous portons la voix de toutes les communes. Nous parlons d'une même voix. Et je pense également que le gouvernement nous prête une oreille attentive. C'est la raison pour laquelle nous sommes impliqués dans un certain nombre de projets, dans un certain nombre de réflexions stratégiques qui se mènent à travers le pays. Nous n'avons pas de dissensions à l'intérieur de notre association. Bien entendu, désormais, cela appelle un peu à la compétition, mais quand il faut élire le bureau, chacun va présenter son programme et ce n'est que logique. Ce n'est pas nous qui avons amené la démocratie au Cameroun, c'est bien le président de la République. Ça a été une grosse opportunité pour permettre que même la science est contradictoire, que nous puissions aller vers l'excellence. Parce que si vous savez qu'il y a une compétition, vous êtes obligé de performer.
Merci, Monsieur le maire, pour ces réponses du tac au tac et sans langue de bois. Alain Patrick Fouda, je vous laisse le micro, on va le dire ainsi, pour la suite de votre entretien avec Monsieur le maire. Je vous remercie. Merci Loris Clétadian pour vos questions. Nous continuons avec le maire, Monsieur Augustin Tamba. Loris Clétadian parlait de décentralisation. Le Cameroun, en se présentant comme un État unitaire décentralisé, mise sur la décentralisation. Alors, est-ce que, d'après vous, concrètement, c'est une bonne option? C'est une excellente option. Pourquoi? Parce que, vous savez, on est au Cameroun et l'actualité récente est là. Il y a des gens qui ont voulu du fédéralisme. C'est une grosse révolution qui remet à plat un certain nombre de choses et de considérations. Maintenir l'unité nationale, mais autour d'une décentralisation, d'une affectation du pouvoir dans les territoires est une bonne option. Pourquoi? Parce que les populations se sentent beaucoup plus proches des unités décentralisées, de la commune, de la région. Et aujourd'hui, je peux vous dire que nous faisons ce qu'on appelle les débats d'orientation budgétaire. Et nous impliquons les populations dans ces débats d'orientation budgétaire. Parce qu'il y a ce que nous appelons les comités de quartier, qui sont issus de la loi également. Le comité de quartier est une instance qui permet de piloter un management participatif au niveau de la commune. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la commune permet aux populations de s'organiser en bureaux pluridisciplinaires dans leur quartier avec des bureaux élus et dont le maire ne fait pas partie. Et le maire ne préside même pas l'élection. Ça veut dire que c'est d'une autonomie. Et ces bureaux qui sont légitimes, elles sont légitimées par les populations elles-mêmes, viennent donc également porter la voix des besoins de terrain, des orientations stratégiques, de leurs désirs et des changements qu'ils aimeraient avoir dans leur territoire. Donc ce management participatif-là permet donc que tout le monde puisse participer au concert de l'administration et du management territorial. Ça veut dire que l'administration se rapproche beaucoup plus des administrés. Et c'est pour cela que nous pensons que la décentralisation, pour nous, est la meilleure option. Pour encadrer justement le processus d'accélération de la décentralisation, le Code général des collectivités territoriales décentralisées a été mis en place. Est-ce que vous pensez qu'il permet aux communes de jouer pleinement leur rôle? Oui, mais nous avons abondamment parlé de cela. Et je pense que nous avançons à grands pas, step by step. Il demeure quelques problèmes à résoudre et nous avons bon espoir que ces problèmes vont être résolus, d'autant plus qu'il y a toujours des opportunités de discussion, d'échange entre les ministères sectoriels et notre association. Et vous pensez à quel problème, par exemple? Bon, il y a le problème, éternel problème du financement des communes, des CTD, qui se pose. Et nous savons également que l'État peut avoir quelques difficultés à pouvoir nous satisfaire à temps. Nous discutons donc des problématiques liées à l'affectation au paiement à temps des centimes additionnels communaux, par exemple. Et d'ailleurs, je crois que ça fait partie des préoccupations du président de la République. Est-ce que nous recevons de l'argent et à temps? Et je voudrais dire que le paysage est en train de changer parce que nous avons la nouvelle loi, la nouvelle loi des finances, qu'est-ce que je dirais, la loi fiscale, la nouvelle loi fiscale qui va fixer le cap et qui permettra aux communes d'avoir beaucoup plus de ressources. La loi sur la fiscalité locale. La nouvelle loi sur la fiscalité locale. Elle va permettre aux collectivités territoriales d'avoir beaucoup plus de ressources. Ça pose quelques problèmes de démarrage en termes de fonctionnement. Et je crois que nous allons aller vers la perfection au fur et à mesure. C'est step by step.
ces problèmes-là qui sont cette mise à disposition des fonds à temps réel. Et nous avons également voulu que le FECOM, qui est la Banque des communes, puisse avoir un traitement spécial en termes de préservation et de disponibilité de ces actifs financiers à temps réel pour pouvoir résoudre les problèmes que portent les communes. Le président du Sénat, lors de sa prise de parole il y a quelques jours au Sénat, en a parlé de l'allocution des fonds au CTD à temps. Mais en ce qui concerne le transfert des 15% des ressources budgétaires aux communes, où est-ce qu'on en est? Alors, je pense qu'il ne faut pas venir me poser la question. Je ne suis pas du bon côté. Nous revendiquons ces 15%. Nous sommes prêts à faire des concessions pour que ça devienne peut-être 10%. Mais d'aucuns vous diraient... 10%? Oui, ou 8%, ou 11%, ou 12%. Mais pourquoi pas 20%? Ou 20%, ou 30%, parce qu'au moins, la loi dit au moins 15%. Mais d'aucuns vous diraient qu'on est déjà à 17%, qu'on est à 27%. Non. La loi dit au moins 15%. Elle est prise pour renforcer la capacité de financement des communes et aujourd'hui des régions. C'est une fausse discussion. Et nous souhaitons aujourd'hui que tout ce qui est donné aux communes en termes de délégation de crédits ponctuels, en termes d'affectation pendant l'élaboration du budget, fasse l'objet d'une cagnotte collective et logée dans la dotation générale de la décentralisation qui est gérée par le MINDEVEL pour permettre que nous puissions faire une péréquation et mieux agir sur le terrain. On fait des affectations par tête du client. C'est ce que tous les collègues contestent. Il y a des communes qui ont 2-3 milliards pendant l'année, en dehors de ce qui est fait en début d'exercice. Nous ne sommes pas contre ces collègues-là, mais nous voulons que tout soit consolidé dans un même compte. Si vous comptez les 150 milliards à peu près qu'on affecte directement au projet que nous soumettons, ou parfois qu'on nous affecte d'office de manière obligatoire, quand on fait la loi des finances, et quand on reprend les crédits ponctuels qui sont affectés tout au long de l'année dans nos territoires, nous arrivons facilement à 400-500 milliards de francs CFA. Au lieu de procéder à ces affectations, parfois hasardeuses, il vaut mieux consolider l'ensemble de ces financements, mettre dans la dotation générale de décentralisation, faire cette péréquation que j'ai évoquée tout à l'heure, et ça permettrait à chaque commune d'avoir peut-être 1 milliard de francs, peut-être 500 millions, peut-être 800 millions. La plus petite commune va être en capacité d'agir, en capacité de recruter du personnel compétent. On nous fait souvent un faux procès. On dit que les communes n'ont pas de personnel compétent. C'est vrai, mais c'est en même temps faux. Parce que si la plus petite commune a une augmentation de 500 millions dans son budget, 10% ferait 50 millions. Avec les 50 millions, elle peut recruter des ingénieurs, des économètres, du personnel compétent pour gérer la commune. Et les 450 millions qui restent devraient servir à l'investissement. Et je peux vous dire qu'il y a des communes, si on leur donne pendant 5 ans, 500 millions, 1 milliard, ce sera une révolution. Le vaste chantier qu'avait évoqué le président en son temps, le vaste chantier national, aurait lieu si on fait cette expérimentation. Nous ne demandons qu'à discuter avec le gouvernement qui est aussi bien prédisposé. Je pense que nous avons amorcé ce dialogue et nous avons bon espoir que ce dialogue sera fructueux et va permettre d'avoir un financement
des CTD beaucoup plus fluides et objectifs. Effectivement, le président du Sénat, dans son allocution que j'ai citée plus haut, indiquait qu'il y aurait une réunion qui va rassembler tous les acteurs pour discuter de l'harmonisation de toutes les actions à mener pour l'évolution du processus de décentralisation dans notre pays. Mesdames et messieurs, on marque une courte pause. La grande interview continue. À tout de suite. De retour sur le plateau de la grande interview sur PRC-TV, je reçois aujourd'hui Augustin Tamba, président de l'Association des communes et villes unies du Cameroun et maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 7e. Alors, monsieur le maire, comment se porte la commune de Yaoundé 7? La commune de Yaoundé 7 se porte comme la plupart des communes de Yaoundé. Nous avons les mêmes difficultés, nous avons les mêmes avantages. Et je pense aujourd'hui que nous ne nous plaignons pas assez parce qu'il y a quand même un certain nombre de dispositions qui sont prises pour que nous puissions améliorer le visage de nos communes. Au-delà de l'épineux problème de l'insalubrité que nous avons connu et qui avait à son origine un certain nombre de dysfonctionnements, je pense que le président de la République vient d'allouer à chacune des communes de Yaoundé une dotation spéciale pour pouvoir régler les problèmes d'assainissement dans nos différents arrondissements. Nous avons des difficultés certaines, mais nous y travaillons à y remédier. Nous travaillons à remédier à toutes ces difficultés. Votre commune a bénéficié de beaucoup d'argent, 19 milliards de francs CFA. Alors comment est-ce que vous avez apprécié cet acte présidentiel? Parce que c'est le chef de l'État qui a ordonné que vous soit alloué ce montant de 19 milliards de francs CFA pour la réhabilitation de la voirie urbaine de la communauté, de la commune urbaine de Yaoundé 7. Alors, je voudrais dire que nous apprécions à juste titre. Nous pensons que le président de la République accorde des attentions bienveillantes aux problèmes des collectivités territoriales décentralisées en général, des communes en particulier, et nous recentrons sur Yaoundé, parce que nous avons participé à beaucoup de réunions à la présidence de la République. Nous avons eu à cette occasion l'opportunité de rappeler que nous sommes étreints par un certain nombre de difficultés pour résoudre des problèmes liés à l'assainissement dans la cité capitale. Je pense que le président de la République, qui a l'écoute permanente, a bien voulu résoudre cette affaire et on nous a impliqués sur le terrain. Les services sont venus, nous avons parcouru nos arrondissements pour fixer les priorités, identifier les zones les plus sinistrées et cela a abouti à ces dotations ponctuelles dont nous assurons la maîtrise d'œuvre. C'est nous qui sommes maîtres d'ouvrage, autant pour moi, nous sommes maîtres d'ouvrage, toutes les communes de Yaoundé sont maîtres d'ouvrage et Yaoundé 7 a eu la part belle parce que nous étions également une des communes les plus sinistrées. Nous avons autour de 20 milliards de francs, je crois que vous avez reculé les chiffres. Nous ne pouvons que dire merci à Monsieur le Président de la République, merci pour les populations. Nous avons lancé aujourd'hui même les travaux des voiries d'État qui en réalité posaient obstruction à l'accès à une très grande zone bien habitée et qui dessert également la route qui va dans la Léquié. L'État du Cameroun, avec les bailleurs de fonds internationaux, a investi plus de 17 milliards pour assainir le quartier Oyomaba. Mais pour y accéder, c'était impossible parce qu'il y avait un gros bourbier et le président de la République, grâce au plaidoyer que nous avons porté, a accepté de résoudre cet épineux problème. C'était la fête à Yaoundé 7 aujourd'hui parce que c'était le lancement des travaux. Je pourrais dire que voilà des choses qui sont faites pour soulager les populations et qui contribuent à améliorer le paysage de la ville de Yaoundé dont nous avons la charge chacun dans son segment. Le chef de l'État a fait sa part en mettant à votre disposition de l'argent. Maintenant, qu'est-ce qui reste à faire pour enrayer le désordre urbain et l'insalubrité?
Alors, la première chose, c'est de suivre les travaux. Que les travaux se fassent suivant les règles de l'art et dans le strict respect des agendas fixés. Ça, c'est deux choses prioritaires. Quand on a parlé de cela, nous revenons maintenant dans nos responsabilités qui sont notre tâche quotidienne. Je vous vois venir, je vois votre coup d'œil. Mais je pense que c'est des problèmes simples à résoudre. Les problèmes des traitements des ordures sont des problèmes qu'on peut résoudre si nous avons une volonté collective. Nous avons des propositions à faire là-dessus et nous sommes en train de travailler pour. Vous savez, partout dans le monde, le Cameroun est l'un des rares pays au monde où il n'y a pas la taxe sur l'habitation. Vous allez me parler de la taxe foncière. C'est totalement différent. Il y a la taxe de l'assainissement, la taxe. Si la taxe foncière, on devrait l'utiliser, il faut qu'on nous permette à nous de mieux la structurer et mieux l'organiser. Vous êtes en train de dire que le Parlement devrait voter une autre loi, c'est ça? Mais nous ne sommes pas encore en sureffectif d'impôts, de fiscalité. Le problème des ordures doit être géré, doit être financé par tous les Camerounais, par tous les habitants de la ville de Yaoundé, sans grande contrainte. Il y a des ménages qui pourraient payer 1000 francs par mois. Il y a des ménages qui pourront payer 20, 30, 50, 100 000 francs par mois. Il y a des ménages, au bout d'une année, quand on fait la collecte, Yaoundé 7 pourrait collecter 2 milliards de francs, ce qui permettrait d'avoir une capacité d'intervention phénoménale pour le traitement des ordures et pour l'embellissement de la ville. La mise en place des jardins publics, le reboisement, l'embellissement, les espaces verts, la création des parcs et jardins, c'est des choses simples et il faudrait le faire. Il faudrait qu'on arrive à faire tout cela et nous sommes en train de travailler pour faire des propositions au gouvernement par rapport à cet état de choses. Alors, vous êtes maire, vous êtes un élu du RDPC, le parti au pouvoir. Quel est votre état d'esprit à quelques mois de l'élection présidentielle? Bon, les élections présidentielles se préparent. Maintenant, le maire de Yaoundé 7 peut revêtir le manteau de président de section de Yaoundé 7. Le RDPC est un parti structuré avec un maillage territorial. 90% des maires sont présidents de section. Nous sommes la machine de Paul Biya. Nous sommes la machine du président national du RDPC. Et il ne faut jamais l'oublier. C'est nous qui faisons la politique sur le terrain. Ça commence bien entendu par cette préparation qui consiste à inscrire massivement nos militants dans les listes électorales. Moi, personnellement, à Yaoundé 7, j'encadre ces opérations d'inscription. J'ai divisé l'arrondissement en 40 secteurs. Et chaque secteur a le président de sous-section et les responsabilités de section OJ et RD et qui opérationnalisent ces inscriptions de manière scientifique pour que, le moment venu, tout le monde puisse répondre à l'appel. Le RDPC a une machine redoutable à cause de ce maillage territorial. Nous avons des cellules, nous avons des comités de base, nous avons des sous-sections et nous avons la section. Nous nous appuyons sur ces structures-là pour régler les problèmes d'organisation opérationnelle à la concurrence qui nous interpelle pour la prochaine présidentielle. Nous sommes sereins. Vous êtes serein. Votre parti dit vouloir présenter le président Paul Biya comme candidat à la prochaine élection présidentielle. Alors, est-ce que c'est une option qui vous convient en tant que militant? Mais, alors, je ne comprends pas, c'est du bonheur pour nous et une évidence. Le président Paul Biya est le président national du RDPC et les textes du parti sont clairs. Il est le candidat naturel, il est en capacité et nous voyons comment il pilote le bateau Cameroun. Nous sommes mobilisés pour cela et nous pensons que nous avons des moyens d'expression puisque ceux qui estiment être en face. Les maires sont et forment la machine de Paul Biya. C'est
l'une des punchlines à retenir de cette édition de la grande interview sur PRC-TV. Monsieur le maire, Augustin Tamba, merci d'avoir répondu aux questions de PRC-TV. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer ici. Et je voudrais également lancer un appel à tous mes collègues maires de bien vouloir ne pas se décourager, de se consolider au contraire, parce que je pense que le président lui-même, qui est cet artisan inlassable du processus de décentralisation, nous soutient et nous devons également donner le meilleur de nous-mêmes et à la fin remercier évidemment le président de la République pour ses attentions bienveillantes au CCD en général et aux communes en particulier. Ce sera le mot de la fin, mesdames et messieurs. Merci d'avoir regardé cette édition de la grande interview sur PRC-TV. Je vous retrouve dans quelques jours pour un nouveau numéro. À très bientôt sur PRC-TV. Au revoir.